on part en week-end ensemble, on fait tout un week-end à la côte belge. Et puis, le samedi soir du week-end, je le vois sur son téléphone, je le vois très distant et je me demande justement ce qu'il se passe. Est-ce qu'il a justement quelqu'un d'autre en tête? Je me pose beaucoup de questions. Et il me dit écoute, si tu doutes toujours comme ça n'ira jamais. Et ça, c'est la phrase qu'il n'aurait pas dû me dire. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. Dans quelle mesure l'environnement émotionnel de notre enfance influence notre vie amoureuse à l'âge adulte? En quoi les traumatismes que nous avons vécus enfants peuvent être à l'origine de dépendance émotionnelle, de jalousie, de méfiance ou encore même d'autosabotage? Est-il possible de casser ces mécanismes pour vivre l'amour de façon heureuse et épanouie? Aujourd'hui, je suis en compagnie de Justine qui vient me raconter son histoire. Salut Justine, comment vas-tu? Je vais très très bien, merci. Justine, avant que tu me racontes ton histoire avec Corentin, est-ce que tu peux te prêter au rituel de Crush de te présenter en 5 hashtags, s'il te plaît? Alors, ça a été compliqué, mais je pense que j'ai réussi. Le premier, c'était tout contrôler dans ma vie. Donc, je suis vraiment une personne qui, en général, je contrôle tout. J'aime bien que tout soit parfait, que ce soit au niveau du travail, à la maison, du nettoyage, des courses, etc. Hashtag toujours positive. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très positive, je suis rarement négative. J'ai toujours envie de justement pouvoir, être positive et je me dis que le positif engraine le positif et on n'est jamais malheureux avec ça. Après, tu en as un troisième. Oui, donc épicurienne, j'adore tout ce qui est la nourriture, j'adore cuisiner, aller au restaurant, boire de bons vins, donc faire des petits apéros avec des amis. Vraiment des moments que j'adore dans la vie. Génial. Et il t'en reste 2. Oui, spontanée, hyperactive. Donc, spontanée, j'ai mis les 2 parce que pour moi, ça se rapproche. Spontanée, je suis quelqu'un qui va répondre très, très, très vite, et parfois sans réfléchir. Par rapport à hyperactive, par contre, au niveau de mon travail, ça se ressent très, très fort. Je suis tout le temps, très speed, en fait. Je suis quelqu'un de très, très speed et on me dit souvent: «Faudrait que tu arrêtes». Je dis: «Mais non, je suis comme ça». Voilà, je suis très énergique, spontanée, hyperactive. Ok, super. Et le dernier? Alors, sensible en amour, j'ai tendance à être souvent très, très vite impactée par un petit truc dans une relation, par exemple. Donc, je peux très vite être sensible, pleurer, des choses comme ça. Merci beaucoup. Ça nous donne un portrait de toi qui nous permet d'en savoir déjà un petit peu plus sur ta personnalité. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Justine, me dire en quelques mots dans quel environnement tu as grandi? Je pense que c'est un élément important de ton histoire. Dans quel environnement familial? Est-ce qu'il y avait des choses particulières dans ton enfance qui t'ont marqué? Alors, j'ai vécu dans la maison familiale avec mes parents et mon frère. J'avais une maman très, très présente, toujours, présente pour ses enfants, qui faisait tout pour, justement, qu'on soit heureux, qui elle faisait les devoirs avec nous. D'ailleurs, c'était mon institutrice à l'époque, en primaire. Elle faisait les devoirs avec nous, elle s'occupait de nous, elle jouait avec nous, enfin, beaucoup de choses. Mon papa, par contre, ça a été bien, bien, bien plus compliqué. En effet, il était pas très présent. Il faisait son rôle de papa quand il devait nous garder, des choses comme ça, mais en tout cas, au niveau de l'affection, il y avait rien du tout. C'est-à-dire rien du tout. Pas de mots gentils, très peu en tout cas. Un comportement très froid, très strict avec nous et aussi, quelqu'un qui ne montre pas non plus ses sentiments. Contrairement à ma maman qui était quelqu'un qui justement est là pour ses enfants, montre les choses, lui donne envie de vivre à ses enfants, d'évoluer, de grandir.
Est-ce que tu sais, toi, d'où ça venait? Je pense qu'il a vécu la même chose en étant petit. Je pense qu'il a vécu la même chose en étant petit avec ses parents, qui n'ont pas été fort présents parce qu'ils étaient patrons d'une boulangerie et plus petit on s'est pas beaucoup occupé de lui à mon avis. Je pense que ça vient de là. Et donc, il était, donc, on va dire, émotionnellement absent et physiquement, il était souvent là ou il était aussi absent? Il était là, mais sans vraiment être là. J'ai envie de dire qu'il s'est pas occupé de nous comme moi je l'ai attendu d'un papa. Avec le recul, et puis ils sont séparés quand j'avais 12 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que vers 15-16 ans, j'ai eu un déclic et j'ai plus voulu aller vivre chez lui. Et donc j'ai décidé d'aller vivre, totalement chez ma maman. Et là, il y a eu une petite, fissure. Vers, mes 22 ans, j'ai décidé, ben voilà, je vais lui écrire une lettre, je vais lui dire tout ce que j'ai pensé de son comportement et cetera. Et ça l'a beaucoup touché. Tu parles d'abandon. Est-ce que ce mot représente ce que tu as ressenti? Pour moi, c'est un abandon plutôt émotionnel et dans les sentiments, dans la manière d'être avec ses enfants, très, très froid, mais toujours à l'heure actuelle, hein. Ça n'a pas changé. C'était une situation très particulière pour toi parce que tu as l'impression d'avoir grandi sans soutien affectif de ton papa, sans relation émotionnelle avec lui. Ta vision de l'amour, elle devait pas être glamour non plus, j'imagine. Quand ils sont séparés, je me suis dit: «Jamais, jamais je me mettrai avec quelqu'un, je serai heureuse», parce que eux, ils étaient malheureux, ils sont séparés, je voulais jamais me marier, jamais. Je ne veux jamais me marier, enfin, c'est ce que je me disais vraiment à l'époque. Donc l'amour, c'était pas pour toi L'amour, c'était pas pour moi, parce non. que c'était trop douloureux. Trop douloureux de voir les personnes souffrir, de voir des gens tristes, la famille autour triste parce que le couple se sépare, les enfants tristes aussi, autant mon frère que moi, donc oui, c'était très douloureux. C'est une époque, compliquée, oui. Comment, dans ce contexte-là, tu débutes ta vie amoureuse? Est-ce que tu as des histoires d'amour vers tes... bah, généralement, c'est entre 15, 20, 22. Est-ce que tu as quand même des histoires ou pas du tout? Oui, mais toujours très court et quelque chose qui ne me convenait pas. J'étais très vite attachée à la personne et ça, à mon avis, ça venait de ce que j'ai vécu, avant. J'étais très vite attachée à la personne en quelques jours. C'était, vraiment, une attache très, très forte, alors qu'au final, ça ne servait parfois à rien d'aller si vite. D'accord. Tu veux dire que tu flashais sur des mecs et tout de suite, c'était... Oui, voilà, j'étais tout de suite le grand amour. Oui, voilà, je m'emballais très fort, c'était le grand amour pour moi, c'était, la personne pour toujours, alors que non, même à 16 ans, hein, mais Mais c'est vrai qu'à 16 ans, on peut avoir tendance à faire ça, mais toi, ça avait l'air d'être exacerbé, quoi. exactement. Et puis tu le vivais mal. À chaque fois, je le vivais mal et pas mal de relations comme ça qui n'ont pas marché, un peu en les enchaînant, si on veut, donc Ça t'a pas rassuré sur la vision de l'amour, je pense. jamais. Et j'avais tout le temps besoin d'être rassurée et personne ne savait le faire, comme moi je l'aurais voulu en tout cas. Et comment tu les rencontrais, ces amoureux-là? C'était dans la vraie vie ou tu étais sur des applis ou... C'était en général jusqu'à mes 20 ans, c'était dans la vraie vie, c'était soit en soirée, soit, via des amis en commun, donc il y avait enfin les applis, j'ai commencé plus tard. Quand tu te mets aux applis, c'est pourquoi? Qu'est-ce que tu espères trouver dans les applis de rencontre? J'espère trouver la personne qui me convient. Maintenant, j'ai surtout besoin de quelqu'un qui me rassure et qui me donne confiance en moi parce que ça aussi, c'est un gros problème. C'est-à-dire que tu investis beaucoup, j'ai l'impression que tu investissais beaucoup les relations, très vite, très fort, et que bah, ça répondait. C'est difficile à cet âge-là d'avoir quelqu'un qui répond en face à cette exigence-là, en fait. Oui, très fort, oui. Jusqu'à mes 25 ans, c'était difficile et puis après, ça s'est un peu calmé, oui. Et quand tu commences à te mettre sur les applis, du coup, tu fais des rencontres? Oui, j'ai rencontré une personne, qui m'a d'ailleurs beaucoup détruite, ça je peux en parler parce que c'était, on appelle ça le pervers narcissique. Juste 2 mois de relation, mais il a réussi à détruire quelqu'un et à descendre encore plus ma confiance et le fait d'être, justement, tout le temps, rassurée. Je rebondis sur le pervers narcissique. Parce que moi, j'en ai rencontré un. Ça a duré plus que 2 mois. Et c'était vraiment, mais alors vraiment, le connard, mais par excellence. Et ce que je veux dire par là, c'est que ces mecs-là, ils s'attaquent quand même à pas mal de profils différents. Parce que je pense que tu étais plus fragile que moi quand ça t'est arrivé que quand ça m'est arrivé. J'ai des fêlures et tout, comme tout le monde et tout. Et lui, c'était bien, bien engouffré comme un bon gros connard. On va les appeler comme ça. C'est l'épisode où on dit des gros mots. Donc, je comprends tout à fait quand tu dis en 2 mois, il m'a détruite.
Je comprends tout à fait. Moi, c'est un traumatisme qui me fait encore souffrir aujourd'hui, alors que j'ai eu des relations et la relation avec mon amoureux qui dure depuis longtemps maintenant aujourd'hui. Donc je comprends tout à fait, ce que tu veux dire. Et après lui, tu fais d'autres rencontres sur Tinder? Est-ce qu'à un moment, tu as un match un peu particulier? Pas spécialement, pas spécialement. Mis à part, une certaine personne qui m'a vraiment bien, plu, oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que c'est Corentin? Oui, c'est Corentin, oui. Elle joue au jeu des tu joues au jeu des devinettes, C'est Justine? ça, oui. C'est drôle. Tu matches avec un mec qui s'appelle Corentin sur Tinder? Je match avec un mec qui s'appelle Corentin, oui, tout à fait. Quelle impression il te renvoie sur son profil, Corentin? La première fois que je vois sa photo, je me dis: «Oh, il a une coupe de cheveux bizarre, mais il a quelque chose qui me plaît dans son visage», donc je me dis je balaye, il me semble que c'était vers la droite, je ne sais même plus. Je balaye vers le petit cœur et je me dis: «Oh, on sait jamais, on sait jamais». Et il match? Ça match, oui. OK. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Tu peux entamer la conversation? Ou les 2 peuvent entamer la conversation? Les 2 peuvent entamer la conversation parce que lui aussi avait matché. La conversation s'entame petit à petit et la discussion se fait, pas très avenant. Il n'est pas très avenant, oui. Et qu'est-ce qui fait que tu continues à discuter avec lui? Tu sais ou pas? Il a fallu un petit peu de temps. Il discute, il s'ouvre, il essaye d'être avenant, de poser des questions, de me découvrir. Il essaye, petit à petit. OK. Et petit à petit, est-ce que vous discutez finalement sporadiquement ou pas mal quand même? Au début, c'était de temps en temps. Après, on discute tous les jours, jusqu'à passer sur Messenger, en train de discuter sur Messenger tous les jours, jusqu'à des minuit, 1 heure, jusqu'à devoir se réveiller très tôt pour aller travailler et être fatigué d'avoir discuté jusqu'à 1 heure du matin. Et comment tu le vis, toi, ça? Est-ce que tu t'emballes de ouf ou pas? Eh ben, étonnamment, non. Pour une fois, je ne m'emballe pas et j'essaye d'être calme en me disant: «Oh bah, on verra bien comment ça va se passer» et on attend de voir les conversations. Je me pose la question: «Est-ce qu'il va me proposer d'aller boire un verre? Est-ce qu'on va aller au restaurant?» Je ne sais pas moi, mais rien. Après 1 semaine, rien. Après 2 semaines, rien. On dirait qu'il n'ose pas. Il n'ose pas, me proposer de me rencontrer. Toi, tu le fais pas non plus? Je ne le fais pas non plus, non. Pour une fois, non, non. Finalement, il me propose d'aller au restaurant un vendredi soir, c'est un vendredi soir d'octobre et il me dit: «Voilà, j'ai réservé dans un restaurant qui s'appelle La Plume» et c'est en référence avec, le fait qu'on discute, depuis quelques semaines comme ça donc je trouvais que c'était un bon nom de restaurant donc Comment tu abordes ce rendez-vous? Est-ce que tu mets beaucoup d'enjeux? Est-ce que tu es stressée? alors je suis très, très, très stressée. Je suis très stressée parce que j'ai très peur de ne pas lui plaire et qu'il se dise: «Oh ben non, elle ne me plaît pas comme sur les photos». J'imagine que c'est une appréhension un peu habituelle, sur un premier rendez-vous, sur appli, d'avoir peur que physiquement, il y a un truc qui se passe pas, quoi. Ouais, tout à fait, oui. Puis pour finir, il vient me chercher. Et qu'est-ce que tu penses au moment où tu le vois? Toi, qu'est-ce que tu penses de lui? Je me dis: «En fait, c'est pas du tout la même personne que sur une photo. Il est très, très beau. Il me plaît vraiment beaucoup physiquement». Eh, tant mieux, vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Vraiment, oui. Il me plaît beaucoup physiquement et je me dis: «Ah super, c'est bien, au moins physiquement il me plaît et dans nos conversations, ça se passe bien donc autant voir comment ça va se passer après». OK, donc il vient te chercher, vous allez au resto et comment se passe la soirée? Tu es bien? Tu es à l'aise? La conversation est fluide ou c'est un peu tendu? Alors c'est très fluide. Il y a pas de gros problèmes. Par contre, moi, je suis très, très, très gênée de manger devant quelqu'un la première fois. Ça, c'est quelque c'est quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en plus, il a des problèmes d'estomac à ce moment-là, donc il ne mange pas beaucoup et il me l'explique, donc il ne mange pas, il termine même pas son assiette, ouais. Mais toi, tu manges. Je suis très épicurienne comme j'ai pu le raconter, donc je mange mon plat moi avec aisance, mais quand même gênée de ne pas voilà, je ne le termine pas parce que voilà, je n'ai pas envie qu'il pense que je suis une gourmande, même si c'est la vérité. Tu es pas complètement toi-même alors? Au début non et puis, plus la soirée passe et plus je commence à me détendre et ça se passe vraiment bien. Donc on termine le restaurant
Et après, on va boire un verre dans un endroit un peu plus loin. Et la soirée se passe super bien. Ça se passe super bien. Tu m'as dit tout à l'heure que physiquement, tu le trouvais hyper beau. Il est comment physiquement? Alors, il est grand, il est brun, les yeux bruns, une petite barbe, petite moustache. Au niveau de la carrure, c'est quelqu'un de très fin. Moi, j'ai toujours aimé les garçons très fins. Et en plus, il est brun, les yeux bruns, brun, vert, ça dépend. En fait, ça dépendait le jour. Il correspondait en tout point à ton type de mec, quoi. Exactement, oui, tout à fait. Donc vous allez boire un verre, tout continue à se passer super bien. Comment va se terminer la soirée? Donc après, il me reconduit parce qu'il travaillait quand même le lendemain. C'était compliqué pour lui de rester debout tard. Donc il me reconduit vers minuit, 1 heure. Donc il me dépose chez moi, on est dans sa voiture, on discute encore un petit peu. Je lui dis: «Bah, écoute, je vais y aller et je vais rentrer». Il me dit: «Oui, oui, ça va». Enfin, et puis il se penche vers moi et ça y est, il m'embrasse. Et comment il était ce premier baiser? Oh, c'était la sensation d'avoir passé une bonne soirée avec quelqu'un qui me plaisait autant verbalement que physiquement, verbalement pendant des semaines à discuter, puis se voir enfin, en vrai et se dire: «Ben voilà, on se plaît». Il y a encore tellement de choses à découvrir de lui que je ne savais pas vraiment. Alors justement, donc vous vous embrassez, tu rentres chez toi. Tu es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Est-ce que tu vas tout de suite t'emballer comme tu as l'habitude de le faire dans tes relations précédentes? Pour une fois, non. Je me dis, «Bah écoute, prends les choses, calmement, essaie de te dire ça a l'air d'être quelqu'un de très posé, donc justement, prends les choses de manière calme et vois comment ça va évoluer». Et tu y arrives à le faire? Et j'arrive à le faire. Oui, tout à fait. OK. Et la relation débute? La relation débute. Quelques jours après, il me propose d'aller au cinéma. Donc on va au cinéma, on passe une très bonne soirée et moi, le lendemain, je partais en vacances à Malte avec un très bon ami à moi. Donc j'étais partie pendant quelques jours. Comment ça se passe cet éloignement? Parce que des fois, ça renforce un peu la dépendance, tu sais? Eh ben, ça s'est bien passé. J'étais très étonnée, mais ça s'est bien passé. Il me donnait, des nouvelles, beaucoup de nouvelles, beaucoup de messages toujours en me rassurant, en me disant qu'il me trouvait belle, que je lui plaisais vraiment et qu'il se réjouissait que je rentre pour qu'on puisse, se revoir. Ouais, donc il est à fond, lui. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu conscientises le fait que tu as peur de refaire les mêmes erreurs que par le passé dans tes relations précédentes quand tu t'emballais à fond les ballons? Est-ce que tu te retiens? Je me retiens pas cette fois-ci. J'y vais et je me dis: «Laisse aller et vois comment ça va se passer et essaye vraiment de ne pas contrôler ce qui peut se passer. Vis et ne te pose pas de questions». Est-ce que tu sais pourquoi, à ce moment-là, tu arrives à faire ça? Eh ben non, bah, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce que j'ai senti que c'était une personne, posée, qui me comprenait? Je n'en sais rien, Intéressant. Du coup, votre relation, elle démarre. Est-ce que tout se passe bien? Et cet état, de grâce, amoureuse là, quand on est dans les premiers moments, elle dure longtemps? ça se passe très bien jusqu'à nos 3 mois. Donc, on part en week-end ensemble. On fait tout un week-end à la côte belge, où on va dans plusieurs stations, pour profiter, passer un bon week-end, aller au restaurant, marcher sur la plage, des choses comme ça, et puis, le samedi soir du week-end, je le vois sur son téléphone, je le vois très distant et je me demande justement, ce qu'il se passe. Est-ce qu'il a justement, quelqu'un d'autre en tête? Je me pose beaucoup de questions. Juste en une soirée comme ça? Oui. Sur une attitude qu'il a en particulier à un Sur moment? une attitude qu'il a eue oui, tout à fait. Je me pose vraiment la question, «Oh, il est distant, il est froid, il ne me répond pas, c'est bizarre». Il est un peu plus froid que d'habitude. On était à la chambre d'hôtel, on se préparait pour aller, prendre le repas du soir, donc il n'aurait peut-être pas dû être comme ça, je n'en sais rien, ou alors, est-ce que moi je me suis vraiment trop emballée? Est-ce que j'ai trop réfléchi de nouveau? Et je me suis posé beaucoup de questions et je lui ai demandé plusieurs fois: «Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas?» Jusqu'à même en pleurer. Il me dit: «Non, il n'y a rien, il n'y a rien». Et le lendemain, pareil, je lui repose la question. Il me dit: «Écoute, si tu doutes toujours comme ça n'ira jamais». Et ça, c'est la phrase qu'il n'aurait pas dû me dire. Qu'est-ce que ça déclenche chez toi? Ça déclenche, beaucoup de tristesse sur le retour, de ce week-end, beaucoup
de larmes que je ravalais parce que c'est moi qui conduisais la voiture et je ne voulais pas qu'il voie que je pleurais parce que j'avais très peur de le perdre et je me suis dit ça y est en fait il a quelqu'un, il m'a dit que ça n'irait pas donc qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Je doute et je me demande si c'est la bonne personne pour moi, est-ce que je voilà. Ces échanges-là, ce moment-là, pendant ce week-end, j'ai l'impression qu'il a réanimé, ravivé plein de doutes que tu avais réussi à évacuer jusque-là dans votre relation, mais cette jalousie, cette nécessité à être rassurée, tu méfiante en fait. Je suis méfiante et j'ai l'impression qu'il y a une autre fille, alors que peut-être pas spécialement, on n'en sait rien. Et je suis pas très bien. Sur le retour, je le reconduis jusque chez lui. On se dit au revoir. Et puis après, avant de rentrer chez moi, je décide de passer chez ma maman. Et je décide de lui en parler, de lui expliquer ce qui s'est passé. Elle qui a toujours été de bons conseils. Et elle me dit, bah écoute, pour une fois, il a l'air très chouette, fonce et ne réfléchis pas à ce qui va se passer. Lâche prise et avance, vois jour après jour, semaine après semaine et vois comment ça va. Elle te conseille d'évacuer toutes tes craintes en fait. Oui, et d'avancer petit à petit, jour après jour et de voir comment ça va évoluer sans penser à a-t-il peut-être quelqu'un d'autre ou va-t-il peut-être me quitter ou autre chose. Ouais, ça c'est fou tous les doutes que tu as quoi. Oui, c'est un truc de dingue. C'est dur psychologiquement parce qu'on se demande, parfois: «Est-ce que je mérite vraiment d'avoir quelqu'un?» Parce que personne ne va réussir à chaque fois à me rassurer. Et toi, tu raccroches ça, à ton histoire, avec ton papa? Oui, mais j'ai toujours fait ça avec les hommes, toujours. Avec le peu d'affection qu'il m'a donné, ben, j'en demande trop à la personne avec qui, je suis. J'en demande beaucoup. Tu as un besoin d'affection, énorme, comme si tu avais Énorme, pas rempli oui, la jauge quand tu étais gamine et qu'elle était toujours pas remplie et qu'il fallait que ce soit ces autres hommes de ta vie qui la remplissent, quoi. tout à fait, c'est exactement ça. Et est-ce que tu vas réussir à appliquer les conseils de ta maman? Parce que c'est pas facile de se raisonner dans ce cas, moi qui l'ai été aussi parce que j'ai parfois eu les mêmes tendances que toi. C'est très, très dur de se raisonner. C'est très difficile, mais j'arrive à en discuter avec lui. J'arrive à en discuter avec lui et j'arrive à lui expliquer pourquoi et à lui expliquer pourquoi je suis comme ça et il le prend très bien et il le prend très bien. Il m'explique que c'est la première fois depuis, sa relation, qui a duré 9 ans. Il était avec quelqu'un avant moi pendant 9 ans. Ça s'est terminé 1 an avant et il m'explique que c'est la première fois que depuis sa rupture qu'il rencontre quelqu'un avec qui il se sent vraiment bien. OK. Est-ce que c'est la première fois que tu arrivais, toi, à te livrer et à parler de ça à l'autre? Oui, oui, ça c'était la première fois. Personne avant. Donc ça veut dire que tu avais une certaine confiance en lui, que vous aviez créé un lien suffisamment fort pour que tu aies le courage et que tu aies suffisamment confiance en lui pour lui parler? Oui, c'est ça, tout à fait. Et du coup, tu gères au jour le jour, hein, en match après match, on dirait? Tu prends les 3 points? Je gère petit à petit, les mois passent et puis on arrive au Covid. Là, c'est souvent des moments, charnières dans les couples, ça, qui ont traversé le covid. Ah, tu me fais peur du coup. Qu'est-ce qui va se passer pendant le covid? Donc on arrive au Covid et je lui avais proposé 1 mois ou 2 avant: «Écoute, est-ce que ça te dirait qu'on a quand même, la trentaine tous les 2, est-ce que ça te dirait de vivre ensemble, ou que je vienne vivre chez toi ou toi à l'inverse?» Et là il me répond: «Écoute, c'est encore un petit peu tôt». Moi je dis: «OK». Le Covid arrive et on en discute longuement et je dis: «Qu'est-ce qu'on va faire? Si chacun va chez soi, on ne pourra plus se voir. Ce sera fini, il y a le confinement, ce n'est pas possible». Et il me répond: «Bah écoute, viens vivre chez moi». Je vois ton sourire. Tu étais contente? J'étais très contente, donc on a été prendre quelques affaires, que le confinement a quand même duré un bon presque 2 mois, je pense. On ne travaillait pas tous les 2. Et comment ça se passe entre vous? Parce que là, du coup, c'est quand même rapprochement, et puis confinement, quoi. C'est-à-dire que tu vois personne d'autre et souvent pour les couples, ça peut être une épreuve. Oui, c'est ça, tout à fait. Bah, ça se passe bien. Étonnamment, ça se passe bien. On passe des bonnes journées, on essaie de s'occuper au maximum, on fait un mieux. C'est le big love, quoi. C'est la love story. Oui, exactement. Donc en fait, ce Covid pour vous, c'est vraiment un révélateur, et pas un surmenage amoureux comme ça l'a pu l'être pour l'autre. On s'est rendu compte qu'on s'entendait très bien et qu'on pouvait, vivre ensemble sans problème.
Et du coup, ça, c'est un engagement qui est fort d'habiter ensemble. Vous décidez d'emménager ensemble après le Covid définitivement? Il a fallu quelques mois, donc on a vécu quelques mois dans son appartement et puis, quelques mois après, on trouve une maison, on loue une petite maison et on décide de vraiment commencer notre vie à 2 alors. Toi, tous tes démons, ils sont partis à ce moment-là? Pas totalement. Il y a des moments où je lui demande encore de me rassurer, qu'il m'explique pourquoi il m'aime et des choses comme ça, pourquoi je lui plais. Mais ce n'est pas toujours, je ne lui pose pas toujours les questions comme ça. Je lui dis, par exemple, «Est-ce que tu m'aimes?» Il me dit: «Beh oui, évidemment, sinon je ne serais pas là». C'est des questions comme ça où j'ai besoin d'avoir des réponses et puis petit à petit, les démons s'en vont et je me sens bien. On déménage, dans la maison, lors de nos 1 an. Ce qui est rapide, en fait, hein, quand y penses. Oui, ce qui est très rapide. Oui, tout à fait. Mais on avait quand même la trentaine tous les 2, enfin un petit peu avant et je pense qu'on savait ce qu'on voulait. Même si, i quelques mois avant, il me disait, «C'est trop tôt», mais au final, on décide, donc de s'installer ensemble. La prochaine étape de votre relation, c'est laquelle? Donc la prochaine étape, on décide donc d'acheter une maison. Une maison, genre toute prête ou une maison dans laquelle, Oh non, c'était une catastrophe, une grosse catastrophe. Donc au départ, on se dit: «On va faire quelques travaux». Tout va bien se passer, mais au final, pas du tout. 1 an de travaux, des hauts et des bas. c'est après le Covid, il y a les travaux comme épreuve du couple, on est d'accord? Oui, c'est tout à fait. Beaucoup de bas parce que à cette époque-là, mon papa nous avait dit: «Beh, écoutez, vous pouvez vivre chez moi en attendant, moi je ne suis quand même pas souvent là. Je suis souvent à l'étranger, donc il y a pas de souci». Donc on a vécu chez lui pendant 1 an, mais pour mon compagnon, c'était très difficile. Il ne se sent pas chez lui. 1 an complet de travaux avec du stress parce que les corps de métier ne se suivent pas, parce qu'il y a des moments où on se dit: «On va jamais y arriver». Financièrement aussi, il y a des enjeux souvent qui sont chauds, surtout après Covid, on la connaît bien l'histoire, du coût des matériaux qui C'est augmente, ouais. très, très difficile. Exactement, oui. La crise, oui. Et ça, c'est source de stress et d'angoisse dans un couple, hein. Ça a été très compliqué. On va pas le nier, on s'en est rendu compte, mais je pense que malgré tout, on est très fort et on surpasse ces bas dans notre relation. Et donc aujourd'hui, vous êtes ensemble, vous vivez dans cette nouvelle maison, les travaux sont finis? Ça y est, oui, c'est fini, ça fait environ 2 mois qu'on est dedans, oui. OK, génial. Et vous avez des projets à venir? La suite, terminer ce qui n'est pas terminé, ça c'est clair. Dans quelques années, on a quand même dit on se décidait de faire un enfant, oui. Pas tout de suite. On profite vraiment de notre couple dans notre nouvelle maison, c'est surtout ça. Quand tu regardes en arrière, Justine, cette histoire, donc on est remonté loin, on est remonté à ton enfance. À ton avis, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à dépasser toutes tes peurs, tous tes doutes qui étaient liés à l'absence, de ton papa? Qu'est-ce que tu as trouvé comme ressources pour y arriver? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que c'est venu de toi? Est-ce que c'est venu de l'extérieur? Est-ce que c'est venu de Corentin? Est-ce que c'est un tout? Comment tu vois les choses? Moi, je pense que c'est un tout, mais c'est, je dirais 90 de Corentin parce qu'il a été la personne qui a su me rassurer, simplement. Il a su me rassurer, il m'a compris dès le début et il a compris, comment être avec moi pour qu'on puisse être heureux ensemble, en fait. C'est fou ce que tu dis. 90 Corentin. Alors là, moi, je m'insurge, Oui, Justine. tout à fait, oui. Justine, je m'insurge. Ça ne peut pas être 90 Corentin. C'est au moins du 50-50. Il a su faire beaucoup, mais je pense que ma maman a fait beaucoup aussi. Cette discussion a été décisive. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que j'ai dit 90 Non, non, ah non, 90. non, toujours pas, toujours pas. Attends. Ça s'est guéri aussi en moi naturellement parce que je me sentais bien avec lui et je me sentais enfin moi. Attends, on va revenir sur cette histoire de pourcentage parce que donc, Oui, oui, ça ça t'ennuie? m'ennuie beaucoup, donc on va dire 10 pour ta maman et le reste, vous le partagez. Je trouve que tu as fait, que le chemin que tu as fait, il est très difficile. Je trouve qu'en finalement, quand tu prends un peu de recul, tu l'as fait jeune. Parce que 30 ans, en fait, c'est jeune, Justine. La vingtaine, c'est jeune. Moi, c'est des mécanismes que j'apprends encore à enrouer aujourd'hui et à mettre de côté, à identifier, à analyser et à mettre de côté. Parce qu'on vit tous avec
ce genre de schéma qui se transmet de génération en génération, comme tu l'as si bien dit au début de cet entretien. Et je trouve que c'est très, très courageux et très fort ce que tu as fait toi, en fait, en tant qu'individu, de réussir à mettre tes peurs de côté. Alors certes, il t'a donné de la force, Corentin, mais c'est toi qui as agi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense, oui, ça aussi. Oui, tout à fait, non, ça c'est vrai que c'est moi qui ai agi. C'est moi qui ai su prendre sur moi et me dire de ne pas poser de questions et d'avancer. Aujourd'hui, si tu devais résumer tout ça, si tu devais laisser un message aux auditeurs de Crush, pour qu'ils prennent soin de leurs émotions et de leur vie amoureuse, quelle que soit leur situation amoureuse d'ailleurs, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, toi? J'aurais envie de leur dire que tout contrôler dans la vie, ça ne sert à rien. Il faut pouvoir lâcher prise et justement se dire que ça nous permettra d'être heureux, vraiment. Et ces émotions que moi j'ai pu vivre, plus jeune, en grandissant, j'ai pu les faire évoluer et aussi me dire que c'est pour moi que je dois être heureuse et pas pour les autres, ça aussi. Donc ce que tu dis, c'est qu'en étant, en lâchant prise, en fait, c'est presque on ouvre des portes. Oui, tout à fait. J'ai envie de dire que plus je me lâchais, plus je me sentais mieux et les émotions n'étaient plus comme avant. C'était vraiment différent, j'étais heureuse. Donc je trouve que c'est très important de le dire. Lâcher prise dans la vie et ne plus vouloir contrôler les choses. Laisser place au hasard, laisser place aux autres aussi finalement, parce que quand tu arrêtes de contrôler, jour après jour. Est-ce que pour terminer, Justine, tu aurais un petit mot à glisser à Corentin? Oui. Bah, que je l'aime de tout mon cœur et que, c'est la personne qu'il me fallait, avec la petite larme qui coule. Est-ce que tu crois que c'est toi qui l'as mis sur ton chemin ou qu'il y avait, une force supérieure? Oh, je me dis qu'il y a peut-être quelqu'un qui nous a fait nous rejoindre ensemble, oui, tout à fait. Et encore, pour de belles longues années. On se l'a encore dit il y a pas si longtemps. Merci beaucoup Justine pour ton témoignage. Merci beaucoup. Pas de rien, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be